chez la classe des amphibiens. Sur l'encéphale, on observe le cerveau antérieur formé par les hémisphères cérébraux, d'où partent vers l'avant les lobes olfactifs. Le cerveau intermédiaire, qui est formé par les couches optiques, présente en son milieu une petite saillie arrondie, l'épiphyse. Le cerveau moyen, formé par les tubercules bijumeaux ou lobes optiques, très développé, d'où partent les nerfs optiques. Enfin, l'arrière-cerveau constitué par le bulbe rachidien présente une cavité triangulaire, le quatrième ventricule. Après, on va passer chez la classe des reptiles, petit 3, classe des reptiles. L'ensemble de l'encéphale est formé par les hémisphères cérébraux, sont peu développés. Entre les hémisphères cérébraux et les lobes optiques se trouve un petit organe arrondi, l'épiphyse ou glande pinéale, qui est formé ou qui est parfois interprété comme le vestige d'un troisième œil. Le cervelet est réduit, il se continue vers l'arrière par le bulbe rachidien et la moelle épinière. Petit 4, la classe des oiseaux. Nous avons l'encéphale du pigeon, c'est un oiseau. Des hémisphères cérébraux bien développés se poursuivent en avant de courts lobes olfactifs. Le cervelet est plus développé que chez les reptiles. Ce développement est en rapport avec le perfectionnement de l'équilibration exigée par les mouvements du vol. Les hémisphères cérébraux et cervelés cachent en partie les lobes optiques aux tubercules bijumeaux. On observe aussi l'épiphyse, le bulbe rachidien et en arrière la moelle épinière. À la fin, cinquièmement, la classe des mammifères. Nous avons un encéphale de souris. De l'avant vers l'arrière, ou de l'avant en arrière de l'encéphale, on observe des lobes olfactifs, les deux hémisphères cérébraux, lisses mais bien développés. À l'extrémité du sillon interhémisphérique, ce sillon-là, une petite excroissance d'épiphyse. En soulevant la partie postérieure des hémisphères cérébraux, on observe ou on découvre les lobes olfactifs, les lobes optiques ou tubercules quadrijumeaux, puisqu'ils sont au nombre de 4. Le cervelet plissé avec un lobe médian et 2 lobes latéraux. Le bulbe rachidien, de forme conique qui se poursuit par la moelle épinière. Cet encéphale
est caractérisé par un grand développement des hémisphères cérébraux et du cervelet par rapport aux autres parties. Il faut noter également que les lobes optiques, assez réduits, sont subdivisés en 4 tubercules. 4 tubercules, nous avons les tubercules quadrigimaux, 4 tubercules. Après, on va passer au chapitre 7, l'appareil urogénital. L'appareil urogénital, il est composé de 2 appareils qui entretiennent des rapports étroits, surtout chez le mâle. Les 2 parties sont d'origine mésodermique. Ils se forment à partir de tubes issus du cœlome, ce sont les cœlomoductes. L'appareil excréteur urinaire, il permet la filtration du milieu. Les éléments de base qui le composent sont les néphrons ou cœlomoductes. On a une paire de néphrons par métamère. Ils sont comparables aux néphridies. Grand A, formation des divers types de reins. La néphrogénèse, c'est-à-dire la formation des reins, ne se fait pas de façon régulière et continue, ni dans l'espace, ni dans le temps. On a plusieurs types de reins qui se succèdent au cours du temps et dans l'espace. Il se forme ainsi le premier rein primitif, pronéphros, juste à l'arrière du cou. Il lui succède le mésonéphros dans la région médiane du corps. Chez les vertébrés supérieurs, ce mésonéphros est remplacé par un métanéphros postérieur. Grand 2, l'appareil génital. Les vertébrés sont gonocoriques, avec une reproduction sexuée. Gonocorique, c'est-à-dire qu'ils possèdent des gonades. À l'exception, comme exception, chez les poissons, il peut y avoir un changement de sexe pendant la vie de l'animal. Chez certaines espèces de lézards, on a des cas de parthénogénèse, c'est-à-dire la reproduction de la femelle sans le mâle. Dans les groupes inférieurs, la reproduction est externe, sans accouplement. La fécondation reste externe, mais avec accouplement chez le crapaud, la grenouille. Les mâles fécondent les œufs au fur et à mesure qu'ils sont pondus. Chez d'autres, la fécondation devient interne grâce à des organes sexuels différenciés. Chez les amniotes, qui possèdent un amnios, depuis les reptiles jusqu'aux mammifères, et les chondrichtiens, qui sont les poissons cartilagineux. La reproduction devient de plus en plus efficace avec limitation des pertes, diminution des œufs produits. On a aussi l'apparition des soins aux jeunes. Maintenant, les parents prennent soin de leurs petits. Grand A, la formation des gonades. Nous avons les crêtes génitales, pendues dans la cavité générale par un mésenchyme. Des cellules endodermiques viennent coloniser cette crête. Elles donneront les gamètes. Parallèlement, des restes de mésenchyme ayant servi à la formation des reins pénètrent dans la crête pour former la partie interne ou médula. Jusque-là, le développement est commun à tous les vertébrés des deux sexes. On parle de stades indifférenciés. Nous avons ici toujours le tube nerveux, la corde qui est entourée par la colonne vertébrale, l'aorte qui va donner par la suite le cœur, le tube digestif. Nous avons les somites qui vont former les vertèbres, la pièce intermédiaire qui va former par la suite le rein,
Les crêtes génitales qui vont former les gamètes au niveau des gonades latérales. Nous avons la gonade, des crêtes génitales qui vont former les gamètes. Bien sûr, nous avons les crêtes génitales ici qui sont pendues dans la cavité générale par un mésenchyme. Ces cellules endodermiques viennent coloniser cette crête, elles donneront les gamètes.